Merci d'être venus aussi nombreux de si bon matin. Bonjour à toutes et à tous. Qui a vu le film hier soir? Ok. Qui n'a pas vu le film hier soir? Est-ce que vous irez? Donc on va parler évidemment avec François de ce film, de son cinéma de façon plus large. Et puis il y aura toute une partie, bien entendu, pendant laquelle vous pourrez poser toutes les questions qui vous semblent importantes. 21 longs métrages, François, d'une carrière qui a commencé d'abord par des courts métrages, ensuite des moyens métrages, et même des moyens métrages qui sont sortis dans les salles de cinéma depuis 1996, je crois. Des très gros succès comme 8 femmes, Potiche, des polémiques aussi comme Jeune et jolie et Grâce à Dieu, et puis beaucoup de thèmes récurrents, la disparition, le deuil, le désir, les troubles de l'identité, le double, la mise en scène de soi-même, les secrets de famille, tout ça en fait dans un faisceau de plaisir de cinéma, le faire, le voir, un peu le partager aussi. Il y a un peu de tout cela dans L'étranger, et c'est pas une mince affaire que de se lancer dans cette œuvre qui a marqué des générations et des générations de lecteurs, comme une sorte de philosophie de l'absurde. Est-ce que vous avez d'abord approché cette histoire comme nous, spectateurs, on entre dans le film, c'est-à-dire par ces lieux? Alger, les années 30, ces rues, ces avenues, ces intérieurs? Non. Non. Moi, en fait, vous m'auriez dit il y a 2 ans ou 3 ans, tu vas adapter L'étranger. J'aurais tout de suite dit non, parce que je me suis jamais attaqué à un monument comme ça de la littérature. Et en fait, je suis arrivé à L'étranger par Meursault, en fait. Ce personnage dont j'avais un vague souvenir, mais quand même assez fort, de ma lecture. Voilà, quand j'étais adolescent, j'avais lu le livre dans le cadre scolaire. Et en fait, je suis arrivé à lui parce que c'est suite à un projet avorté qui était, bon, je l'ai dit hier, le portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui, confronté à l'absurdité du monde, qui commettait une tentative de suicide. C'était un film avec Benjamin Voisin. On n'a pas réussi à monter le projet parce qu'on sentait que ça n'intéressait pas vraiment les financiers et que c'était assez sombre. Et du coup, j'ai relu L'étranger, le livre de Camus, et en le relisant, je me suis rendu compte à quel point, pour développer mon personnage, pour m'inspirer un peu de Meursault, puis je me suis rendu compte que le livre était toujours aussi puissant, fort, mystérieux, opaque. J'étais même surpris qu'il soit donné à lire à des gens jeunes, même s'il y a une ligne claire d'écriture. Il me semblait que c'était un livre, bon, c'est un livre philosophique quand même, avec beaucoup de questions. Et j'ai été... Enfin voilà, j'étais envoûté par le livre, il y avait plein de questions, il y avait plein d'intérêts. Et alors effectivement, bon, les décors, en fait, j'ai eu besoin de contextualiser très vite dans mon travail d'adaptation, de me dire mais à quelle époque ce livre a été écrit, pourquoi Camus dit ça, pourquoi il invisibilise les Arabes. Enfin, je me suis posé toutes ces questions. Alors le livre a été écrit en 1939, il est né en 1942. L'Algérie, c'est la France en fait, c'est l'Algérie française, ce sont des départements français. Donc on est en pleine période de colonisation, donc ce livre s'inscrit dans cette période. Et tout ça, c'était important pour moi de l'intégrer et de recréer cette Algérie coloniale qui n'existe plus. Donc ce qui est formidable, c'est qu'il y a énormément d'historiens qui ont travaillé sur cette époque. Il y a énormément d'archives, de photos, donc j'ai pu me plonger dans l'histoire. Et ça m'a permis de mieux savoir comment j'allais adapter ce livre et dans quelle direction j'allais aller. Alors le choix du noir et blanc participe aussi un petit peu de ça, de cette espèce de recherche d'uniformisation de l'esthétique.
C'est-à-dire que toutes les archives que je retrouvais étaient en noir et blanc. Notre mémoire visuelle de l'Algérie française est en noir et blanc. Donc pour moi, il y avait une logique. Après, comme c'est un livre philosophique, il me semblait que la couleur allait nous distraire. Alors c'est un peu paradoxal parce que le livre de Camus est très coloré. Il y a beaucoup de descriptions de couleurs et même les techniciens avec qui je travaillais, quand je leur ai donné le scénario, ils me disent mais tu dis la robe rouge, tu dis... Enfin la costumière me disait tu fais référence tout le temps aux couleurs, même le chef-op. Mais néanmoins, il me semblait que le noir et blanc permettait de recréer cette bulle dans laquelle vit Meursault et puis recréer ce passé qui n'existe plus. Et puis très vite, on s'est rendu compte avec le chef-op que le noir et blanc nous permettait de pousser les blancs, notamment les hautes lumières très forts. Et comme il fallait que la lumière, le soleil, la chaleur soient présentes, en noir et blanc, il nous semblait que c'était plus pertinent et plus... voilà, ça se ressentait plus qu'en couleur. Vous l'avez dit, c'est l'œuvre, L'étranger, d'un très jeune homme. Hein. Je crois qu'il a 25 ans quand il commence à écrire. 28 quand le roman sort. Et c'est un jeune homme qui a déjà beaucoup enduré dans sa vie. Hein, son père est mort quand il était très jeune. Vivait avec une mère qui était quand même... analphabète et très pauvre. Il vient d'un milieu très pauvre. Et on est frappé, évidemment, quand on lit le roman, effectivement, de cette culture de l'absurde. Et quand on se décide à mettre tout ça en scène, est-ce qu'on s'attaque à la fois à la création de Meursault en tant que personnage, mais aussi se mettre dans la tête de ce qu'est celui qui l'a créé au moment où il l'a créé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un peu de ce jeune homme dans le Meursault qu'on voit à l'écran? Alors, physiquement, c'est sûr. En tout cas, nous, on s'est inspiré de Camus dans la création du personnage, l'incarnation du personnage. Avec Pascaline Chaval, on a regardé beaucoup des photos de Camus dans les années 30 en Algérie, où il était objectivement très beau. Donc, Benjamin, ça correspondait bien. Il avait cette coiffure un peu de l'époque, un peu à la James Dean. Donc, on s'est inspiré de son image. Et c'était quoi votre question? Est-ce qu'il y a dans cette construction de ce personnage un peu nihiliste quelque chose de ce qu'était le jeune Camus? Alors moi, c'est une question que je me suis posée et que j'ai posée à beaucoup de spécialistes de Camus, notamment Mohamed Aïssaoui, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Dictionnaire amoureux de Camus. Il connaît parfaitement son œuvre, il a tout lu. Et moi, en fait, Camus, c'était un souvenir d'école. Donc je me suis replongé dans son œuvre, mais j'ai eu besoin de parler avec des spécialistes. Et effectivement, j'ai posé cette question, est-ce que Meursault, c'est Camus? Et Mohamed Aïssaoui, il m'a dit non, Meursault, c'est Marie. Camus, c'est Marie. C'est-à-dire que Camus, lui, c'est le plaisir de vivre, le plaisir, de vivre, de profiter du soleil, de faire l'amour, de jouir. C'est la beauté de l'Algérie, ce pays auquel il est né. Et Meursault, d'une certaine manière, c'est son inverse. C'est ce qu'il craint de devenir. C'est-à-dire, c'est la pente glissante qu'il pourrait avoir, mais pour lui, il faut aller vers Marie, justement. Et donc, ça m'a vraiment aidé, ça, dans mon adaptation, en donnant plus de place au personnage de Marie qu'elle n'a dans le livre. Dans la mise en scène, on a l'impression qu'il y a comme un effet spirale, parce que au départ, c'est un homme seul, solitaire, puis petit à petit, on va élargir ce cercle. D'abord, il y a ces fantômes, la maison de retraite, l'enterrement, puis la rencontre avec Marie, et puis on élargit aux voisins, et puis les amis du voisin, et puis les jeunes arabes, et puis le procès. On a l'impression que ce cercle-là, qui est presque Hitchcockien en fait, renvoie vers cette fatalité qui est sur lui dès le début du film. Oui, c'est une bonne interprétation, je suis d'accord. Ouais. J'y avais pas pensé, mais je suis d'accord. Est-ce qu'on peut parler de ce travail sur la lumière qui a, j'imagine, été... j'ai l'impression qu'il ne marche pas, mon... Si, ça marche. Si, ça marche. Oui. Ah, d'accord. On a l'impression que ce travail sur la lumière est vraiment au centre de toute la mise en scène. Oui, mais c'est la lumière, le soleil, c'est très important chez Camus et il fallait vraiment le retranscrire de manière sensorielle dans le film. Donc on a travaillé là-dessus avec le chef-op. Et puis ce qui est intéressant chez Camus, c'est que les éléments sont duels, c'est-à-dire que la lumière, le soleil, c'est à la fois le plaisir d'être au soleil, de se baigner, voilà, et en même temps, c'est le soleil qui éblouit et c'est le soleil qui est la cause, enfin c'est ce qu'il dit au moment du procès, qui est la cause du meurtre. Donc il y avait tout le temps cette chose sur les éléments qui sont à la fois sensoriels, qui sont de l'ordre du plaisir et en même temps qui peuvent être dangereux, qui sont doubles.
C'est le seul agent intrusif, en fait, le soleil, qui vient percer cette armure, cet homme qui est complètement carapacé. Hein. Oui, oui, absolument. Et cette scène qui est très mystérieuse du meurtre, hein, moi, on s'est posé vraiment beaucoup de questions. Comment filmer cette scène, comment l'incarner, pourquoi Meursault revient sur les lieux, pourquoi il garde le revolver de synthèse. Enfin, tout ça, c'est assez opaque, hein, dans le livre. Et moi, en fait, pour recréer cette scène, j'ai beaucoup pensé au western et j'ai pensé à Sergio Leone. Voilà. Je me suis dit, ça va être une scène de duel avec un travail sur les gros plans, sur les visages, des champs contre champs, sur une main dans une poche, un revolver, un couteau, et puis le surgissement de la lumière, l'éblouissement qui amène jusqu'au meurtre, et puis aussi un travail sur le temps. Enfin, on dilate le temps comme Sergio Leone le faisait dans ses westerns. Tous ces éléments, lumière, puis après on verra l'eau, la mer, enfin presque l'environnement aussi, cette nature incroyable, c'est censé apaiser, tellement c'est beau, tellement... Et en fait, ça suscite de l'inquiétude, alors que ça devrait être une source de réconfort par rapport à l'indifférence humaine. Oui. Ouais. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut dire un mot du rapport à la mer? Parce que, en fait, il va être accusé et jugé dans la soi-disant indifférence qu'il éprouve par rapport au décès de sa mère. Et cette mère, elle est en fait très présente. On la voit en photo. Évidemment, il y a la scène du rêve, etc. Oui, pour moi, c'était très important de l'incarner. C'est vrai que Meursault est condamné pour ne pas avoir pleuré à la mort de sa mère plutôt que d'avoir tué un arabe. Donc c'était ça tout le paradoxe et le côté kafkaïen de ce procès et de la folie du colonialisme d'une certaine manière. Et donc ça, c'était important de le mettre en place. Et puis bon, voilà, tout le monde connaît la première phrase du livre: aujourd'hui maman est morte. Et pour moi, voilà, il fallait que cette mère, elle soit présente. Alors quand on est dans la lecture d'un livre, voilà, on projette, on imagine. Donc elle est présente dans le livre mais elle n'a pas de scène. Elle n'a pas de scène, mais comme il revient tout le temps à sa mère, notamment il reparle d'elle à la fin, il pense beaucoup à sa mère au moment de la prison, évidemment on le renvoie à sa mère au moment du procès, il me semblait qu'à un moment il fallait qu'elle soit incarnée. Donc j'ai eu l'idée de cette scène dans la seconde partie, qui est en fait une forme de rêve, de cauchemar. Voilà, Meursault est enfermé depuis 2 ans dans cette prison, il divague et il s'imagine, parce qu'il a cette angoisse de mourir, comme il y avait des pages dans le livre autour de la guillotine, de la peine de mort, j'ai voulu vraiment visualiser cette scène où il s'avance vers la guillotine et il est confronté à sa mère qui lui raconte un souvenir de son père. Et ça permettait aussi d'amener un peu d'émotion chez Meursault à ce moment-là. Oui, un peu d'humanité. Et comme si tout ce qui le concernait par rapport à sa mère n'intéressait que lui et ne devait pas être mis en valeur aux yeux du monde. Oui, en fait, Meursault, c'est quelqu'un qui ne se défend pas. Il ne se défend jamais. Même au procès, il pourrait parler de légitime défense. Au moment où l'arabe sort le couteau, voilà, il aurait pu essayer de se défendre, mais il ne se défend pas. Il garde pour lui et il est dans une forme de vérité. Et ça, c'était important de le montrer. Cette vérité, c'est peut-être aussi un rapport au féminin, parce qu'il y a aussi le personnage de Marie qui est extrêmement important, qui est beaucoup plus développé dans le film que dans le livre. Ouais. Et toutes ces scènes, notamment ces scènes très charnelles avec Marie, ce sont presque des scènes où lui se révèle, en tout cas tout d'un coup, où il fend l'armure. Oui, c'est le seul moment où il s'abandonne. D'ailleurs, c'était une vraie question qu'on se disait, quand je le montre faire l'amour, jusqu'où je vais ? Est-ce qu'on peut montrer Meursault en train de jouir, par exemple ? Et ça me semblait pas possible, donc je l'ai pas montré. Mais c'est vrai que c'est un moment où là, tout d'un coup, mais de toute façon, Meursault, il est sensible. Hein. Il est sensible au son. Le son est très important. Il est sensible au corps. Il est sensible à la lumière, à tous les éléments de la nature. Il est là, mais il n'exprime pas forcément d'émotion. C'est pourquoi la mise en scène s'attache aussi vraiment sur des éléments très concrets et en même temps très sensuels. La peau, la sueur, toutes ces choses-là. Oui, mais c'était des éléments très importants dans le livre qu'il fallait retranscrire. C'est aussi de montrer que
le corps, là, en ce qui concerne Meursault, est peut-être le lieu de vérité? Absolument, oui. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé quand on a parlé de la présence de la mère dans l'univers mental de Meursault, il y a cette fameuse phrase qui ouvre le livre. Hier, maman est morte. C'est les phrases intimidantes. Aujourd'hui, maman est morte. Aujourd'hui, maman est morte, pardon. Et c'est les phrases intimidantes de l'histoire de la littérature. Oui. Pourquoi l'avoir éludée, justement ? Parce qu'en fait, en relisant le livre avec les yeux de 2025, cette phrase, finalement, bon, je sais qu'elle fait partie de la mythologie de la littérature française, je pense qu'elle est extrêmement moderne et révolutionnaire en 1942. Voilà, commencer un livre comme ça, c'était extrêmement surprenant. On n'avait jamais lu une première phrase d'un roman. Surtout, c'est factuel, hein, il n'y a pas d'émotion, il n'y a aucun sentiment exprimé. Mais aujourd'hui, en le relisant aujourd'hui, je trouve qu'elle n'a pas le même impact parce qu'on a lu le nouveau roman, on a lu beaucoup d'autofiction, il y a eu beaucoup de témoignages. Et en fait, moi, en relisant le livre, la phrase qui m'a frappé, c'est une phrase qui arrive dans la seconde partie du livre, quand il arrive en prison et quand il est confronté dans une cellule à plein de prisonniers, et notamment des prisonniers arabes, et qu'on lui demande pourquoi tu es là, et de manière très froide et simple, factuelle, il dit j'ai tué un arabe. Et Et donc j'ai voulu commencer par cette phrase-là parce qu'il me semblait que ça donnait tout de suite une autre vision sur cette histoire. Et voilà. Le personnage de Marie, qui a quelque chose quand même de très presque de sanctifié, hein, c'est une femme, elle a quand même beaucoup d'énergie, hein, elle est insistante. Hein. Pour Rebecca Marder, c'était très compliqué. Elle me disait mais pourquoi je reste, pourquoi je veux l'épouser. C'est vrai qu'elle se posait beaucoup de questions. Donc c'est vrai qu'elle s'est accrochée à des choses. En fait, moi, je trouve que je lui ai donné un peu plus de conscience que dans le livre. Elle a cette phrase où elle dit, en fait, je t'aime, mais peut-être qu'un jour, je pourrais te détester pour les mêmes raisons pour lesquelles je t'aime. Et je trouvais que c'était beau, cette conscience-là. Et puis, Rebecca s'est raconté, enfin on s'est raconté ensemble, qu'on a tous vécu l'amour à sens unique. Hein. À un moment dans sa vie, on est attiré vers quelqu'un et qui n'est pas forcément la bonne personne, mais voilà, il y a cette attirance qui est plus forte que tout et qui nous fait aller vers la mauvaise personne, peut-être pour les mauvaises raisons, mais bon, voilà, l'amour, c'est assez indéchiffrable. Donc on est parti là-dessus, mais en même temps, je trouve que le personnage de Marie a une conscience un peu de la réalité des choses. Pour moi, il y a une scène qui était très importante que j'ai ajoutée, qui n'est pas dans le livre. C'est au moment du procès où il y a cette confrontation avec Djemila, où les deux femmes se parlent. Et là, tout d'un coup, on sent qu'elles deux, elles sont conscientes de la situation, la tension qu'il y a dans ce pays, de ces deux communautés qui vivent côte à côte. Et pour moi, c'était important, en contraste avec ces hommes qui sont finalement assez toxiques. Hein. Il y a un mec qui tape son chien, l'autre qui tape sa femme et l'autre qui tue un arabe à cause du soleil. C'est difficile de voir des images, des figures masculines très positives là-dedans. Il fallait que les femmes en contraste, à mon avis, éclaircissent un peu et nous permettent un peu d'empathie et d'identification dans cette histoire. C'est aussi un des multiples éléments de regard différents de l'histoire, parce qu'il y a la différence du temps, parce qu'on est en 2025 et qu'on doit considérer tout ça, aussi bien les questions liées à la colonisation, la présence de ces femmes. Oui, pour moi, c'était important de ne pas faire un film de 1942, mais de faire un film de 2025. Et donc, il y a ces 80 années qui se sont passées depuis la sortie du livre. Beaucoup d'événements historiques, la guerre d'Algérie, forcément, l'indépendance, et puis les tensions actuelles qu'il y a toujours entre la France et l'Algérie. Et ça, pour moi, c'était important de le montrer. C'est pour ça aussi que j'ai commencé avec ces images d'archives au début, où on a fait une grande recherche sur les reportages de l'époque, et j'ai retrouvé cette voix qui est de la propagande colonialiste. La France était dans cette vision idéalisée de la colonisation, et donc il fallait inscrire le film là-dedans, parce que c'est dans ce contexte que Camus écrit ce livre. Toutes les scènes avec Marie, précisément, dès le début de la rencontre sur la plage, donnent lieu à des séquences
extrêmement magnétique. Et on a l'impression que là, il y a un plaisir de mise en scène, presque de référence. Hein. On a l'impression qu'on invoque un peu Fred Zinman, Tant qu'il y aura des hommes, Les plongeurs de Georges Hounet. Je ne connais pas ces films. Non, mais c'est vrai. En plus. Et ce personnage de Rebecca, qui est quelque part entre Katharine Hepburn et Liz Taylor, on a l'impression que ce plaisir de mise en scène a irrigué complètement le magnétisme de ces séquences. En fait, je crois que c'est vraiment dû au noir et blanc. En fait, c'est le noir et blanc réveille notre mémoire cinéphilique. Et moi-même, à des moments, en filmant Rebecca en maillot de bain blanc sur la plage de loin, je me dis mais c'est Elizabeth Taylor dans Soudain l'été dernier. Mais c'était pas volontaire. Voilà, c'est le noir et blanc aussi qui ramène ça. C'est vrai que la silhouette de Benjamin habillé avec ses costumes des années 30, je me dis. C'est James Stewart, voilà, dans Monsieur Smith qui va au Sénat, dans sa démarche. Voilà, c'est aussi ça. Après, forcément, moi, j'avais des images d'autres films qui me hantaient par rapport à cette histoire, mais en même temps, c'était assez vierge. Et c'est vraiment le noir et blanc qui ramène ça, je pense. Et la fameuse scène du rêve participe de ça. Et là, on est dans une scène presque... On est dans l'expressionnisme. Pour moi, il fallait être dans une forme d'expressionniste, presque expressionnisme allemand. Et en fait... le fait de travailler sur le noir et blanc, sur les contrastes, sur un décor comme ça, très épuré. En fait, c'est en le tournant aussi, je me suis dit, tiens, ça me rappelle Bergman avec Les Fraises sauvages. Mais ce n'était pas prévu au départ, en fait. C'est quand vous vous retrouvez dans la situation, au milieu du désert, avec cette guillotine plantée en haut d'une colline. Voilà, même c'est le 7e saut, le contraste avec le soleil extrêmement fort à midi. Voilà, les choses se mettent d'emblée comme ça sans qu'on ait besoin de les avoir trop préparées finalement. Il y a un autre grand réalisateur qui a adapté L'étranger, c'est Luchino Visconti, dans une mise en scène absolument différente. Là, on a presque l'impression que c'est Antonioni qui aurait été le mieux placé pour adapter ce film. Oui, c'est vrai que moi, je n'avais pas vu le film de Visconti qu'il a réalisé en 1967. Qui a été considéré comme un échec, aussi bien par Visconti que par le public et par la famille Camus surtout, qui n'aimait pas du tout cette adaptation. C'était un peu une commande, je crois, qui avait été faite par Dino De Laurentiis à Visconti, et on lui avait imposé un peu le casting, et c'était Mastroianni qui jouait Meursault. Et Mastroianni est un acteur génial, mais pour moi, c'était exactement tout l'opposé de ce qu'est Meursault. Il est extrêmement charmant, son côté italien, souriant, nonchalant, pour moi, correspondait pas du tout à l'idée que je me faisais de Meursault. Et en lisant une interview de Visconti, je me suis dit, en fait, il racontait qu'en fait, il ne voulait pas de Mastroianni. Son premier choix, c'était Alain Delon. Et c'est vrai que le Alain Delon des années 60, celui du Samouraï, de Melville ou de Plein Soleil, était une évidence. Enfin voilà, c'est vrai déjà, bon, il est très français. Et puis surtout, Alain Delon a souvent joué des rôles un peu opaques, antipathiques. C'est pas un personnage auquel on s'identifie forcément dans les films, mais qui nous fascine, qu'on a envie de regarder. Et c'était un peu ce qu'on a essayé de faire avec Benjamin. Donc ça m'a aidé aussi dans ma direction d'acteur de savoir que Visconti voulait Delon. Et maintenant, depuis, j'ai appris enfin bon, il y a beaucoup de gens, personnes âgées qui doivent être dans cette salle, qui se souviennent de qui était Gérard Philippe, et beaucoup de gens pensent aussi à Gérard Philippe par rapport à Benjamin Voisin, sa manière d'être à l'image, et j'ai appris qu'en fait Camus avait tout le temps refusé les adaptations de L'étranger au cinéma, et finalement il avait accepté un peu avant sa mort une adaptation avec Gérard Philippe qui jouerait Meursault. Et il avait vu Gérard Philippe dans Caligula à Avignon, qui est une pièce de Camus, où il avait été extrêmement frappé par le jeu de l'acteur. Il pensait qu'effectivement Gérard Philippe était un bon choix, mais il imposait Jean Renoir pour réaliser. Et Jean Renoir était intéressé, le film a vraiment failli se faire, et puis Jean Renoir est parti aux États-Unis, et le projet a capoté, Gérard Philippe est mort, Camus est mort, enfin voilà. Et le film n'a jamais eu lieu. Et donc j'aurais adoré voir, peut-être que j'aurais pas fait le mien si Renoir avait fait ce film. L'adaptation que vous avez faite, forcément, a questionné la famille Camus. Comment ça s'est passé, cette relation avec la famille Camus? Parce qu'on fait quand même une adaptation, donc adaptation est souvent considérée comme
Une trahison. Une trahison, mais Oui. donc là, il fallait quand même intégrer leur point de vue. C'est vrai que la famille Camus a refusé à beaucoup de réalisateurs les droits. Le livre continue à passionner. Il a inspiré plein de gens, et je pense que le personnage de Meursault revient dans le cinéma de manière régulière. Hein. Je ne peux pas m'empêcher, justement, on parlait de Melville. Melville, il a lu L'étranger quand il fait Le Samouraï. Je pense que Claude Sautet, il pense à Meursault quand il fait Un cœur en hiver avec Daniel Auteuil. Voilà, c'est un personnage qui fascine et qui est présent en fait dans la culture en général, hein, dans la culture populaire. Kamel Daoud a écrit Meursault contre enquête, qui est une réponse à Camus. Donc ce livre et ce personnage irriguent toute la culture française et même mondiale avec The Cure, hein, la chanson de Robert Smith. Et donc vous me demandiez si... C'était quoi la question? Non. La famille Camus. Ah oui, la famille Camus. Catherine Camus. Donc je suis allé voir Catherine Camus qui vit à Lourmarin, la dernière demeure de son père. Et Catherine Camus défend vraiment l'œuvre de son père. Elle ne veut pas qu'elle soit trahie et elle fait en sorte qu'elle vive encore aujourd'hui. Et elle s'en occupe très bien. Donc il a fallu lui expliquer en fait quelles étaient mes intentions. Donc je lui ai parlé de mon désir de contextualisation de l'histoire, de donner plus de place aux femmes. Et puis voilà, de tourner en noir et blanc. Je lui ai raconté et elle m'a fait confiance. Je lui ai évidemment envoyé le scénario. Elle m'a fait des remarques très justes sur certaines choses qui m'ont aidé. Et voilà. Et j'étais ravi et je suis très reconnaissant qu'elle ait accepté de me donner les droits du livre pour que j'en fasse une adaptation. Depuis, elle a vu le film et elle est contente. Bon. Donc, je suis soulagé, j'ai le tampon la famille Camus. C'est, je crois, la deuxième fois en 3 films qu'un procès est traité comme une mise en scène du spectacle social, en quelque sorte. Dans Mon crime, il était question de traiter ça avec malice et fantaisie et autour de l'engagement féministe. Mais ici, c'est quelqu'un qui ose affirmer sa vérité et c'est pour ça qu'il sera exécuté, comme dans la chanson de Guy Béard. Est-ce que dans ces 2 cas, il n'est pas question pour vous de revenir sur un sujet qui est quand même très, très, très récurrent, qui est de pointer l'hypocrisie bourgeoise? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait... Ça veut dire oui. Moi, ce qui m'intéressait dans ce procès par rapport à celui de Mon crime, qui était un peu sur l'ordre de la farce et de la théâtralité. En fait, dans Mon crime, c'était une mauvaise actrice qui devenait une bonne actrice grâce au théâtre, grâce au procès, où elle devenait une vraie actrice de théâtre. Donc, il y avait cette ironie-là. Là, pour moi, j'ai vraiment pensé à Kafka, au procès de Kafka, cette absurdité de la justice, l'absurdité de ce monde colonial qui condamne un homme pour son absence de larmes. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. Et donc là, il s'agissait non pas de montrer une forme d'hypocrisie, forcément, mais c'était surtout... c'était le détachement de Meursault qui m'intéressait, comment il regardait ça comme un spectacle. Lui, il est au spectacle en fait, il est spectateur de ce qui se passe autour de lui, il n'est pas acteur. Alors que dans Mon crime, le personnage de Nadia, elle devient actrice. Et Meursault, il refuse d'être acteur, il refuse de jouer l'innocence ou de se défendre. Donc c'était ça qui était l'enjeu de la mise en scène dans toute cette séquence. Il refuse d'être acteur, sauf à la fin, où il espère qu'il y aura du monde et qu'il sera accueilli par des cris de haine. Ben oui, mais c'est parce qu'à la fin, il est né au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu cette scène avec le prêtre où il a purgé toute sa colère et il a compris, en fait, voilà, c'est l'homme révolté de Camus. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, Meursault explose. Et moi, s'il n'y avait pas cette scène, je ne pense pas que j'aurais adapté ce livre. Je pense que cette scène, d'une certaine manière, sauve le personnage et crée enfin une forme d'empathie avec Meursault. Donc elle était primordiale. Et il y a une prise de conscience à la fin qu'il est dans le monde et que peut-être il a été heureux. Et là, il devient enfin acteur de sa vie. Mais c'est certainement trop tard.
Est-ce qu'on peut parler du travail avec Benjamin Voisin? C'est la deuxième fois que vous travaillez ensemble, je crois, après été 85. Comment Benjamin se met-il dans l'organisation de ce personnage qui est tellement loin de lui, parce que Benjamin Voisin est un acteur, enfin un homme absolument opposé, je pense, à Meursault dans sa manière d'être. Ouais. Et là, tout d'un coup, il est lui qui est de l'extérieur, il doit être de l'intérieur. Oui, c'est un acteur extrêmement extraverti. Moi, j'avais travaillé avec lui sur Été 85, où il jouait un jeune homme flamboyant, plein de séduction, de charme, romantique. Et qui était finalement, le film était un peu un documentaire sur lui, hein, parce qu'il n'avait pas beaucoup à se forcer, il est comme ça dans la vie. Donc, et là, je lui ai proposé vraiment un rôle de composition qui va à l'envers de sa nature, mais pour lui, c'était un vrai défi, il était très excité. S'attaquer à un monument comme ça, d'un personnage aussi opaque, c'était passionnant, donc il a eu besoin, enfin, il a fait tout un travail de son côté. Très vite, moi, je lui ai demandé de lire le livre de Bresson, Notes sur le cinématographe, et de voir des films de Bresson pour voir le travail sur l'acteur, de cette disparition de l'acteur pour faire apparaître le modèle. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ait lu Notes sur le cinématographe, ni qu'il ait regardé les films de Bresson, mais il a compris en fait ce que je lui demandais. Il s'est plongé en fait dans la littérature. Il s'est plongé en fait dans une philosophie assez sombre. Il a lu Nietzsche, il a lu Schopenhauer. Voilà, il s'est plongé un petit peu là-dedans. Il avait besoin de se nourrir pour arriver dans une forme de pas de noirceur, mais un rapport au monde différent, je pense. Et sur le tournage, il n'a un peu comme Meursault ne joue pas le jeu social, il n'a pas vraiment joué le jeu social aussi du tournage, où quand on tourne en province, enfin, ou à l'étranger, là particulièrement, en général, le soir, on boit des coups ensemble, l'équipe, on se retrouve, il y a une ambiance festive. Lui, il restait dans sa chambre, il regardait les mouches. Voilà, il me disait. Meursault, quoi. Voilà, il était vraiment dans son rôle jour et nuit, et c'était compliqué aussi pour ses partenaires. Rebecca, il me disait, mais qu'est-ce qu'il est désagréable, il me dit jamais bonjour le matin, il veut pas aller dîner le soir, enfin bon, et Pierre Lotin me dit, mais pourquoi cet acteur, il me regarde jamais dans les yeux? Donc voilà, ça a imprégné tout le film, mais moi j'étais ravi, hein, c'était très bien pour le rôle. Alors, on a parlé du personnage de Marie, du développement de ces personnages féminins. Il faut parler aussi du personnage de Djamila, qui n'existe quasiment pas dans le roman, et qui là va avoir une fonction essentielle, en quelque sorte. Ces deux femmes font face pratiquement à la violence des hommes, et cette femme va être le témoin de cette ultime révélation, c'est que ce garçon assassiné avait un nom. Bah oui, c'est son frère. Oui, mais il avait un nom qu'il n'a pas dans le roman. Dans le roman de qui? De Camus. Oui, oui. Non, parce qu'il y a aussi le roman de Kamel Daoud. Oui, il y a le même prénom, mais il n'y a pas de nom de famille. Ouais. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Oui, moi, le personnage de Djamila, il m'est apparu indispensable. En plus, ce personnage m'intéressait. Kamel Daoud, dans sa réponse à Camus, lui, il développe le frère de Moussa, de l'arabe, et moi c'était important de ce personnage féminin, ce que je disais tout à l'heure, en contraste avec ces personnages masculins très toxiques, et le personnage de Djamila, elle représente finalement la voix des Arabes, hein. Elle a une espèce de dignité, elle n'était pas dans le procès, dans le livre, pour moi c'était important qu'elle soit là, et elle a conscience de ce qui se passe. Elle a conscience, c'est la seule qui dit, mais finalement, ce procès est absurde. On ne prononce pas le nom de mon frère. On ne parle pas de la victime. Dans un procès, on parle de la victime normalement. Là, la victime n'existe pas et on condamne on condamne un homme par rapport à sa relation avec sa mère et pas par rapport à la victime qui l'a faite. Donc oui, ça, c'était important de le mettre en valeur. Et aussi, très vite m'est apparue l'idée qu'il fallait terminer avec Djamila et la tombe de son frère et leur donner un nom. Et pour moi, un des plus beaux compliments que j'ai eu par rapport au film, c'est quand j'ai présenté le film à Paris et qu'il y a une vieille dame algérienne qui m'a dit moi, ce livre, j'ai toujours eu du mal à le lire. Voilà, c'est un livre pour moi qui est très compliqué parce qu'on n'existe pas, nous les Arabes. Et elle disait que la fin du film lui mettait du baume au cœur et l'a réconcilié avec le livre. Et ça, pour moi, c'était le meilleur compliment, quoi. Kamel Daoud a vu le film aussi. Oui.
il y a avec vous deux, finalement, le roman de Kamel Daoud, donc Meursault contre enquête, et cette adaptation de L'étranger, il y a presque une espérance de pacification sur les deux berges. Oui, je pense qu'on est fidèle à Camus là-dedans, parce que Camus est né en Algérie, c'est son pays natal, c'est un pays qu'il adorait, il a beaucoup souffert des événements de la guerre d'Algérie, il était dans l'espoir que les choses se pacifient. Que les deux communautés arrivent à vivre ensemble. Il était très conscient du statut des Arabes, de l'indigénat. Les Arabes étaient considérés comme des sous-citoyens. Il avait écrit avant Camus, avant L'étranger, il avait écrit des articles très beaux sur la Kabylie où il rendait compte de la pauvreté des Kabyles, la misère qu'il y avait et ce statut ridicule de l'indigénat et le fait qu'on ne voulait pas accorder la nationalité française aux Arabes. Et voilà, donc tout ça, il était conscient de tout ça. Et donc oui, je pense qu'on est quand même dans, aussi bien Kamel Daoud et moi, on est dans la continuité un peu de sa pensée. Alors, on va vous laisser la parole et que vous puissiez exprimer vos avis, vos commentaires ou vos réflexions sur le film. Donc n'hésitez pas, je crois qu'il y a des micros qui se... Voilà. Donc n'hésitez pas. Le premier ou la première gagne... Non. Monsieur. Bonjour. Merci déjà pour cette interview, c'est très sympathique. Moi, j'avais une question au niveau de l'adaptation, surtout de l'adaptation d'un roman aussi, j'ai envie de dire, iconique maintenant. Quelle a été l'approche en termes d'adaptation? Est-ce que c'était d'élever le roman, de se le réapproprier? Avec quelle pensée vous avez commencé l'adaptation et l'écriture de ce film? Beaucoup d'angoisse, parce que au début, oui, beaucoup de doutes, parce que c'est considéré comme un roman inadaptable. C'est un roman quand même pas très narratif. Il se passe pas énormément de choses. C'est un roman philosophique, notamment toute la seconde partie. Donc, ça posait beaucoup de questions sur comment l'adapter. Et puis, il y avait la pression aussi de savoir que c'était un livre extrêmement connu, lu, et que tous les lecteurs avaient déjà mis en scène cette histoire dans leur tête. Ils avaient imaginé le visage de Meursault, ils avaient imaginé voilà, les scènes, et donc je savais que j'allais me confronter à l'imaginaire de tous ces lecteurs. Donc forcément, je savais qu'il y en a qui se reconnaîtraient pas dans mon histoire, mais au bout d'un moment, en travaillant et surtout en me plongeant dans l'histoire de l'Algérie française, en me plongeant dans l'œuvre de Camus, j'ai oublié un peu tout ça et je me suis dit, de toute façon, ça sera ma vision. Voilà, c'est ma vision subjective de ce livre, mon regard à moi. Et puis, le livre va bientôt être dans le domaine public. Donc, tout le monde va pouvoir faire son adaptation de L'étranger. Donc, j'espère qu'il y aura plein d'autres visions. Et je pense que les chefs-d'œuvre, s'ils survivent et s'ils sont aussi intemporels, c'est parce qu'on peut les interpréter, les voir différemment d'une personne à l'autre et d'une époque à l'autre. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir des regards différents encore sur ce livre. J'avais encore une autre question, notamment par rapport à la scène du rêve, Ouais. que je trouve très belle et aussi à la fois très violente sur sa fin. Est-ce que vous partiez de suite vous allez condamner directement et intégralement le choix de Meursault d'être constamment spectateur de sa vie et pas acteur? Ou alors vous ne vouliez pas forcément constamment le critiquer là-dessus, ou comment vous vous placez là-dessus? Moi, je voulais le montrer. C'est à vous de le juger, hein. Moi, j'apporte pas de réponse. Je me pose des questions comme vous, et donc j'avais envie de le montrer, voilà, dans ses actes, et qu'on soit un peu, nous spectateurs, un peu comme des entomologistes qui regardons des insectes ou des animaux, et on regarde comment ils évoluent. Et voilà, j'ai pas les réponses. Mais comme le livre, je pense, n'apporte pas de réponse, je trouve que la force de ce livre, c'est qu'il nous tend un miroir sur nous, sur notre place dans le monde, sur notre rapport à la vie, à la mort. Ça nous pose plein de questions.
moi, ce livre, il me pose des questions et j'espère que le film pose aussi des questions. Mais les réponses, elles sont en chacun de nous. Donc, moi-même, je m'en pose encore. J'ai pas tout compris. Hein. D'autres questions à côté de vous et au fond là-bas, oui. Alors bonjour et bravo. Ma question concerne ici la mise en récit. Dès le début du film, on peut voir la scène d'arrivée en prison de Morceau. Et ma question est simplement pourquoi ce choix de mise en récit qui crée des alternances et des ellipses temporelles ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette phrase j'ai tué un arabe, il me semblait que permettait tout d'un coup de donner une autre vision sur cette histoire. Et puis, je trouvais intéressant de partir un peu sur une fausse piste, c'est-à-dire que forcément, quand on voit ça aujourd'hui, on se dit bon, c'est un crime raciste. Et finalement, on se rend compte petit à petit, plus le film avance, on découvre que c'est autre chose et que les choses sont plus complexes. Et puis, il me semblait que avoir ça en prologue, d'une certaine manière, allait nous obliger à regarder les images qui allaient suivre la vie quotidienne de Meursault dans toute cette première partie différemment. Donc ça allait imprégner le spectateur, voilà, son regard, de regarder plus précisément, tiens, il y a des Arabes dans le plan, ils ne se mélangent pas, ils ne parlent pas la même langue, voilà, qu'on sente déjà cette tension qu'il y avait entre les deux communautés. Bonjour, on est des élèves en spécialité cinéma et notre question va sûrement rejoindre la première qui a été posée. On se demandait, est-ce que vous avez essayé de recréer les images que vous étiez faites durant votre lecture du livre, ou est-ce que justement votre vision a un peu changé et s'est construite en réalisant le film justement ? Oui, alors moi je sais qu'il y a des cinéastes qui ont besoin de visualiser de manière très précise en faisant des storyboards. Ils ont déjà l'idée de la mise en scène de ce qu'ils veulent faire dès l'écriture du scénario. Moi, j'aime bien me laisser surprendre par le réel, par aussi le travail collectif. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas pu tourner en Algérie, j'ai pas pu tourner sur les lieux où ça se passe. J'ai tourné à Tanger. Et du coup, il a fallu recréer les décors. Donc, souvent, la mise en scène aussi, j'ai des idées, forcément. Je sais qu'à ce moment-là, je vais être en gros plan sur le visage de l'acteur. Mais le décor aussi est très important. Et le fait donc de recréer ces décors, de les découvrir, imprègne beaucoup ma mise en scène. Et souvent... je fais le découpage du film sur le moment, quand j'arrive le jour du tournage, même si j'ai quelques idées. Alors, quand on fait un film d'époque, on est très prisonnier des décors parce que vous vous retrouvez des fois dans un endroit où cet axe est bien, mais vous bougez un peu la caméra et c'est catastrophique parce que y a des immeubles qui sont pas du tout d'époque, qui vont pas. Donc forcément, ça oblige un petit peu à préparer plus précisément son découpage et la manière de voir les choses. Oui, allez-y. Non ? Si, ça marche. Ça marche. Bonjour, ok, c'est bon. Merci pour le film. J'avais une question qui rejoignait la question d'avant encore, par rapport au temps. Moi, je me demandais comment vous avez fait pour étirer le temps et qu'on sente pas que ce soit long. Enfin, moi, je me suis pas senti ennuyé devant le film, et pourtant, c'est vrai qu'il y a cet étirement de temps en revenant en arrière parfois, etc. Et est-ce que ça passe par le montage ? Comment s'est passé le montage et comment vous avez tiré le temps ? C'est ça ma question. C'est vrai que le travail sur le temps était très important pour moi. Je savais que... quand on a commencé à proposer le film à des financiers, tout le monde me disait mais il se passe rien, cette description au début très lente. Mais moi, il me semblait important de rentrer dans cet univers, dans cette bulle, dans cette période coloniale où le mode de vie est très différent de celle d'aujourd'hui. Il fallait le montrer et puis j'avais envie, oui, de regarder ce personnage, de l'observer dans ses mouvements et qu'on ait le temps de se questionner. Alors, je me rendais bien compte que ça va à l'encontre de tout ce qu'on voit dans le cinéma aujourd'hui, où il y a une espèce de formatage du scénario, où on nous oblige à avoir un événement toutes les 3 minutes, 4 minutes, des rebondissements.
Et moi, j'avais envie de m'inscrire un peu contre ça, contre tous ces films qu'on voit sur les plateformes et des séries aussi. J'avais envie voilà, qu'on rentre dans un monde différent et qu'on s'immerge dans dans cette époque et dans la vie de ce personnage, dans ce quotidien. Oui. Et le montage a consisté vraiment à suivre ça. Alors évidemment, après, il y a des accélérations, notamment dans la seconde partie. Mais la première partie, on a vraiment joué sur quelque chose de contemplatif. Monsieur. Alors, je m'avance un peu puisque j'étais au fond. Du coup, merci pour le film et pour cette interview. Tout à l'heure, vous expliquiez votre choix du noir et blanc, surtout par rapport au contexte historique, etc. Et moi, je trouvais que ça reflétait pas mal bien la personnalité du personnage, surtout sa froideur. Et je me demandais si c'était aussi un choix. Oui, absolument. C'est vrai que ça amène une forme de distanciation parce qu'on n'a plus tant l'habitude de voir des films en noir et blanc. Donc, pour nous, spectateurs, ça crée une distance. Et ça correspond bien aussi à la distance que Meursault a sur le monde qui l'entoure. Après, le choix du noir et blanc, je dois avouer aussi que c'était un choix économique. Parce que on n'avait pas les financements suffisants pour recréer l'Algérie française en couleur. Et le noir et blanc simplifie beaucoup de choses au niveau des décors et des costumes. D'accord. Merci. Bonjour. On a beaucoup parlé de la beauté de l'image. Moi, ce qui me frappe, c'est la beauté du son. Et on parlait de Melville. Moi, c'est quand j'entends le film que je vois Melville. On a l'impression que le son est dans le film et en même temps extérieur au film, comme son personnage. Comment est-ce que vous avez abordé cette question ? C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec le monteur son et au mixage sur tous les sons qui entourent Meursault. Et moi, je me disais, en fait, Meursault, il a des sens très éveillés. Aussi bien visuel, voilà, il voit la beauté des choses autour de lui, il les observe, il regarde les insectes, il regarde le corps de Marie, voilà, il y a ce côté presque un peu pas voyeur, mais voilà, comme une caméra qui enregistre tout ce qui est autour de lui. Et puis il y a une attention aussi au son autour de lui, et donc on a beaucoup travaillé sur ce sens de l'ouïe. Et c'est vrai que avec mon monteur son, on a pensé aussi à des films des années 40, 50, où il y avait un travail où les sons étaient presque accentués. Dans certains vieux films, les pas comme ils sont bruités et qui sont faits en post-synchro, ils sont très très forts, et des fois on n'entend que les pas et on n'entend pas l'ambiance générale, des choses comme ça. Donc on a travaillé sur des effets qui permettent de rendre les choses de faire travailler le sens de l'ouïe dans le film et l'étrangeté du monde à travers le son. Et la musique aussi qui rajoute un petit peu de ce mystère général. Hein. La musique de Fatima Al-Kadiri, qui est une musicienne koweïtienne dont j'avais beaucoup aimé la musique sur le film Nord de Mati Diop, à qui j'ai demandé de créer quelque chose d'un peu lancinant, une mélopée un peu orientale, mélangée à des instruments arabes avec aussi de l'électronique, pour apporter aussi une modernité. Et oui, effectivement, cette espèce de distanciation et cette étrangeté à travers la musique. Oui. Ah. Et ensuite, madame, là-bas. Ça marche. Déjà, félicitations pour le film. Merci. Et, moi, je me demandais, vous êtes connu pour très bien diriger vos acteurs, mais là, comment on fait particulièrement pour un rôle où le personnage de façade ne dit pas grand-chose et n'a pas trop d'émotion ? Je lui dis tais-toi toute la journée et n'exprime rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vrai que la direction d'acteur est très différente d'un acteur à l'autre. J'ai pas dirigé Benjamin comme j'ai dirigé Denis Lavant ou Rebecca. Donc à chaque fois, il fallait s'adapter au personnage. Et Benjamin, en fait, il a fait son travail lui-même, mais voilà, je lui ai demandé d'être observateur. Et pour lui, ce qui était très très compliqué, comme il était dans un espèce d'absolutisme comme Meursault, il était dans une forme de pureté aussi du jeu. Il voulait pas faire plusieurs prises. Il disait, moi, j'ai dit une fois, je veux du sel. Voilà, je peux pas le dire 10 fois. Je lui dis, Benjamin, c'est un film, il faut faire plusieurs prises, les techniciens. Mais il était dans quelque chose de très, très radical.
Bonjour. Oula. Je voulais vous parler de la scène qui m'a vraiment marquée, c'est celle avec le prêtre à la fin. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Qu'est-ce que vous vouliez nous faire ressentir? De l'empathie pour Meursault, et est-ce qu'elle a été facile à tourner? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Alors moi, elle m'a vraiment fait des frissons. C'est la scène qui m'a le plus, je pense, touchée par la violence des propos de Meursault, mais aussi la faillibilité, je pense, de cet homme, qu'on peut sembler intouchable au début. Et je voulais savoir, est-ce que c'était naturel pour l'acteur de faire ça? Comment est-ce que vous l'avez envisagé? Paradoxalement, cette scène était peut-être plus facile pour Benjamin que les autres. Voilà, c'est parce que là, tout d'un coup, il pouvait développer son talent d'acteur, ses émotions. D'une certaine manière, il se retrouvait dans quelque chose de plus classique. Qu'on a plus l'habitude de faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette scène, on l'a tournée au début du film. C'est le premier jour de tournage. Et ça, c'était un risque, mais en même temps, c'était une gageure. Voilà, on s'est dit, on commence par la fin. Quand tu es le plus acteur, et après on va retourner au début du film, et en fait c'était très casse-gueule, hein. On se disait peut-être ça va pas marcher, donc on a fait plein de prises différentes avec des jeux différents où il était plus ou moins froid, ému, en pleurs, en colère, et c'est vraiment au montage qu'on a trouvé la scène, et finalement j'ai utilisé les scènes où il était le plus émouvant et où son émotion était la plus lisible pour le spectateur. Il y a une petite malice à faire de Swan Arlo un prêtre, lui qui dans Grâce à Dieu était victime d'un prêtre. Absolument, oui, oui. Alors Swan, moi j'étais ravi qu'il accepte parce qu'il avait très peu de jours de tournage, mais je trouvais ça intéressant que ce soit un jeune prêtre, que ce soit pas le cliché du vieux prêtre comme on voit tout le temps. Je trouvais ça intéressant qu'il soit même aussi séduisant, qu'il y ait une espèce d'attraction entre les deux. Et comment ? Ça c'est dans le livre, hein. Je sais pas pourquoi les prêtres ils veulent toujours embrasser les enfants ou les jeunes hommes. Je sais pas. C'est un truc qui revient souvent. Ça fait un bon film il y a quelques années. Oui. Ça j'ai rien inventé, hein. Mais c'est vrai qu'en plus c'était intéressant avec Swan, c'est qu'il apporte une douceur. Il apporte de la complexité. Voilà, il fallait pas tomber dans quelque chose de caricatural. Camus exprime ses doutes et sa révolte contre la religion, mais aussi contre toutes les idéologies dans cette scène. Donc c'était important aussi que l'ennemi finalement ne soit pas caricatural, et je trouve que Swan apporte beaucoup de finesse dans son jeu, d'ambiguïté et aussi de beauté. Bonjour. Oui. Bonjour. Je viens juste apporter une petite nuance, c'est-à-dire lorsque le film de Visconti est sorti, j'ai été étudiante, ouais. Et à l'époque, je me souviens des files d'attente que nous avions fait pour réussir à avoir une place pendant plusieurs jours. D'autre part, cinéma... J'ai pas dit que le film n'avait pas marché. J'ai cru entendre ça. Non, alors, le film était un échec critique et... oui. En même temps, il a fait 700 000 entrées, ce qui nous paraît énorme, mais Thierry Voilà. était plus... C'était considéré comme un échec, en tout pour cas à l'époque. C'était un échec. Aujourd'hui, ça serait un énorme succès. Voilà. Bon. Et d'autre part... alors, vous m'avez trouvé en me disant cela, mais oui... en revanche, en voyant votre film, j'ai vu un autre film, et moi j'ai senti justement le rythme, disons, un peu lent, dont vous avez parlé au début. Là, je pense que vous avez absolument réussi à montrer ce rythme-là. Voilà. Maintenant, je voulais vous demander comment... votre budget, si vous pouvez nous le dire, et d'autre part, comment avoir réussi à avoir eu autant de personnages, de figurants. Voilà. Comment... Alors, on a un budget assez moyen de 6 millions et demi, qui est quand même un budget assez raisonnable et c'était pas vraiment suffisant parce qu'on fait un film d'époque, donc il y a la reconstitution, il y a les décors, il y a les costumes, voilà, donc ça coûte de l'argent. Et puis il y avait aussi des effets spéciaux, donc on était un peu ric-rac financièrement, mais bon, on a réussi à faire le film. Comme je disais tout à l'heure, le noir et blanc nous a aidés sur cet aspect-là. Après, au niveau des figurants,
Je me souviens pas combien il y en avait, mais il y en avait suffisamment, en tout cas, je pense. C'est plutôt un film pas très cher dans son économie, mais bon, enfin, en même temps, c'est un budget raisonnable. Mais pour un film d'époque, c'est plutôt un petit budget. Et la figuration, alors c'était comme on a tourné au Maroc, il y avait... voilà, il fallait trouver des Français parce qu'en fait, au procès, il n'y a que des Français. Et donc, c'était un peu compliqué de trouver des gens sur place. Mais bon, on a pris des acteurs arabes qu'on a un peu blanchis. Voilà. J'espère que ça ne se voit pas trop. Mais enfin bon, en même temps... Et puis, je voulais signaler que Cinémed avait présenté le film de Visconti il y a quelques années. Ah oui, je ne me souviens plus exactement. Ouais. Et Pierre Pitiot nous avait dit qu'il avait eu beaucoup de difficultés et que, exceptionnellement, la famille Camus avait accepté pour Cinémed une représentation. Parce que, à l'époque... Le film est ressorti depuis. Hein. Il est ressorti. Mais à l'époque, c'est la famille Camus qui s'était opposée à la diffusion du film de Visconti. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi à avoir les droits, parce qu'effectivement, ils ont vécu une mauvaise expérience avec ce film. Bah oui. Il est accessible très facilement sur YouTube. Sur YouTube. Vous voyez. Ouais. Ah oui. C'est en attendant. Alors bonjour, déjà merci pour le film. J'avais un peu le vertige du 4e, mais c'est pas grave. Le vertige du 4e étage. J'avais un peu le vertige. Ah, du 4e étage. Ah, vous étiez là-haut, ah oui. C'est toi qui criais hier soir. Et je voulais revenir sur le sujet du soleil. L'excuse du j'avais tué l'arabe à cause du soleil. Est-ce que du coup c'était dans le livre ou Ah oui, c'est dans le livre. Ouais, ok. C'est dans le livre. Mais parce que ça, j'aurais jamais eu l'idée d'inventer ça. oui, non mais ok. Mais si vous pouviez développer sur le. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument. Hein. Cédric Jubilard l'a pas utilisé à son procès, je pense. Ok, d'accord. Ouais, c'était pour savoir du coup si vous pouviez développer un peu sur la scène ou pas. Développer quoi? Sur la scène du soleil. Ouais, le soleil, du coup, c'est ça la question, c'est l'excuse du j'ai tué l'arabe à cause du soleil. Thierry, tu peux expliquer? Je pense qu'il faut questionner Camus, hein, mais. Non, oui, c'est tout l'absurde de ce procès. Et en même temps, je pense que Meursault est très honnête. Effectivement, s'il n'avait pas eu l'éblouissement du soleil dans la lame de couteau qui l'éblouit, peut-être qu'il n'aurait pas tiré. Voilà, c'est tout le mystère de cette scène et la beauté aussi. Pourquoi il tire? Alors moi, le premier coup, à la limite, je peux le comprendre. On peut se dire, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la légitime défense. Mais ce qui choque particulièrement, c'est les 4 coups après qui tire alors que le corps est à terre, qu'il est clairement mort. Et là, il y a une phrase de Camus qui est très belle. Il dit « J'ai frappé 4 coups à la porte du malheur ». Voilà. Ce personnage, tout d'un coup, brise l'harmonie du jour. Et voilà, c'est comme s'il s'imposait, il transgressait le réel pour pouvoir enfin se sentir en vie et sentir voilà, qu'il existe dans le monde. Mais vous avez raison d'insister sur ce côté particulièrement incompréhensible et absurde. Est-ce qu'on tue quelqu'un à cause du soleil et est-ce qu'on peut invoquer cette raison? Il est possible que ce soit précisément cette incompréhension qui génère depuis la fascination pour ce roman, qui fait qu'on ne sait pas pourquoi, et de génération en génération, on lit ce livre et on tente d'appréhender cette question étrange. Bonjour. Alors moi ma question c'est plutôt en termes de production parce que vous avez cité plusieurs fois des contraintes qui ont pu être sur le tournage pour films d'époque, mais le style aussi qui n'est pas forcément très courant aujourd'hui. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les financeurs pour faire ce film? Oui. Oui. Moi j'étais assez surpris d'ailleurs parce que comme c'est un livre très connu, je me suis dit bon,
je passe après le Comte de Monte Cristo, ça va être facile. Bah pas du tout. Voilà. En fait, le livre fait peur parce que tout le monde répète qu'il est inadaptable, que c'est un livre philosophique. Et puis j'ai senti aussi des angoisses par rapport à l'Algérie. Quelle idée de remuer tout ça, parler de cette époque. Enfin, je sentais que les gens n'avaient pas envie. Et puis tourner en noir et blanc, qui ça va intéresser. Voilà, il y avait beaucoup de réticences. Heureusement, j'ai pu m'entourer de gens qui y ont cru, notamment Gaumont qui a vraiment aidé à ce que le film se fasse. Ils ont cru à l'aspect patrimonial du projet et puis à la modernité qu'il y avait. Donc c'est vrai qu'on a fait un peu le film contre tout le monde, mais des fois c'est bien. Ça vous donne encore plus de force parce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'important pour vous et qu'il faut se battre pour prouver que non, ce film a une raison d'être et qu'il est important qu'il existe aujourd'hui. Oui, je sais pas où. Là. Ah pardon, excuse-moi. Ouais, vas-y. Moi, j'avais plutôt une question sur les acteurs. Enfin, parce que vous avez beaucoup d'acteurs qui reviennent au fil de vos films. Ouais. Et je voulais savoir si vous écriviez déjà pour le reste de vos films les rôles pour vos acteurs fétiches, entre guillemets. Et est-ce que même pour une adaptation, vous arriviez à écrire des rôles pour vos acteurs ? Non, enfin là sur ce film, comme j'avais ce projet avorté avec Benjamin, ça a été un peu la continuité. Donc je savais que c'était toujours avec Benjamin. Pour les autres acteurs, j'ai fait un casting classique et je me suis rendu compte très vite effectivement que je revenais à des acteurs avec qui j'avais déjà travaillé, Pierre Lotin, Rebecca, Swan, mais c'est aussi parce que ce sont des très bons acteurs, ce sont des amis, ils me font confiance et quand ça s'est bien passé une fois, on a envie de retravailler ensemble. Et là en plus c'était des rôles de composition, c'était des choses différentes que ce qu'ils avaient fait avant. Rebecca, dans Mon Crime, elle jouait une intellectuelle, une féministe, alors que là, il s'agissait de jouer un rôle beaucoup plus sensuel, dans une incarnation différente. Donc, c'était autre chose que ce qu'elle avait fait. Donc, j'étais content de lui proposer ce rôle. Pierre Lotin aussi. Donc, non, mais en fait, quand j'écris, je ne pense pas forcément aux acteurs. Je suis dans le personnage. C'est un peu dans un second temps que ça arrive. On va prendre 2 ou 3 questions encore. On va faire des malheureux. Hein. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors on avait un peu effleuré le sujet du coup de la musique tout à l'heure. Tu nous avais parlé de cette compositrice koweïtienne qui a fait un travail très intéressant, je trouve, avec cette musique un petit peu à la fois douce mais très discrète, qui n'intervient pas pendant tout le film par exemple. C'était très intéressant pour moi de voir ça. Mais j'étais assez intéressé aussi de voir le choix de la musique pour le générique. Pardon ? Le générique de fin, oui. Le générique de fin, c'est ça. Qui tranche. Qui tranche complètement, qui détonne même. Est-ce que vous la connaissiez ? Non, du tout. Et je ne l'ai même pas identifiée. Vous êtes trop jeune. Et c'est laquelle, par curiosité ? Alors, c'est un morceau des Cure. Qui est un groupe que j'aime énormément, qui est peut-être un petit peu plus tellement à la mode aujourd'hui, que moi j'écoutais beaucoup dans mon adolescence, et c'est une chanson que Robert Smith a écrite après avoir lu L'étranger de Camus, et donc il s'appelle Killing an Arab. Et c'est une chanson qui a été très mal comprise et mal interprétée par beaucoup de gens, notamment aux États-Unis par des groupes d'extrême droite qui l'ont pris à la lettre, qui évidemment n'avait pas lu L'étranger de Camus, donc ne comprenait pas les paroles. Et donc c'est pour ça que Robert Smith a arrêté de la chanter en concert. Alors, il lui arrivait quand même de la chanter, et quand il l'a chantée, il avait changé les paroles. C'était plus Killing an Arab, mais Kissing an Arab. Voilà. Donc pour moi, ce morceau, c'est un morceau un peu culte pour moi, donc je l'ai mis à la fin. Je l'ai pas intégré dans le film, mais c'est vrai que je sens qu'elle peut perturber des fois, mais néanmoins. Pour moi, c'était un geste symbolique de remettre cette chanson dans son contexte. Et Robert Smith était très content que je l'utilise pour le générique. Et c'est la 2e fois que vous utilisez Oui, j'avais déjà utilisé dans Été 85, In Between Days, un morceau aussi des Cure. D'accord. Et toujours sur la musique, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer peut-être l'absence, en tout cas la discrétion, ou le choix de la discrétion par rapport à la musique dans le film? Est-ce que la musique, une musique plus présente, plus emblématique de l'époque peut-être, aurait pu apporter quelque chose de différent, de neuf? Oui, c'est sûr qu'on peut foutre de la musique partout. Il y a beaucoup de films américains où il y a de la musique du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est souvent une facilité, c'est un peu mettre de la sauce dans les plats.
J'aime bien ponctuer. Là, il me semblait qu'en plus que la musique devait être un peu comme une ambiance. C'était pas forcément quelque chose de très mélodieux, mais si, il y a des parties mélodieuses, mais quelque chose qui soit pas là, qui prenne trop de place. La musique fait partie des éléments au même titre que le vent, que les sons des objets. Voilà, c'était quelque chose qui faisait partie du monde. Et donc voilà, on l'a vraiment utilisé comme ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Ma question concerne les décors et leur utilisation. Est-ce que vous avez pensé vos décors comme presque un personnage à part entière du film, censé approfondir la solitude du personnage ? Oui, en fait, il fallait recréer Alger. Donc, cet Alger des années 30, il n'existe plus. En plus, j'étais à Tanger. Donc, voilà. Donc, c'était très, très important. Et oui, c'était important de filmer le personnage dans le décor. Donc, il y a beaucoup de plans larges où le personnage est un peu perdu, il erre. Voilà, il fallait montrer son environnement. Et filmer le personnage voilà, par rapport aux éléments, par rapport à la nature. Oui, on a essayé vraiment de jouer là-dessus. Merci beaucoup. Oh là là. Alors on ne pourra pas prendre tout le monde, on va prendre 2 ou 3 questions encore là, ici. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, c'est un grand honneur de pouvoir vous voir aujourd'hui. Ma question ne concerne pas l'étranger. Je rêve de devenir cinéaste. Vous êtes un modèle pour moi et j'aimerais savoir si vous avez des conseils pour les jeunes comme moi qui rêvent de devenir cinéaste et d'entrer dans le monde du cinéma. Oh là là, ça va durer longtemps là. Non, le conseil, moi, ma formation, c'est le court-métrage. J'ai fait énormément de courts-métrages. Je pense qu'en France, on a de la chance d'avoir beaucoup d'aides pour les courts-métrages. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de reconnaissance possible à travers ça. Donc moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de faire des films, de commencer à filmer. Et en plus, vous avez la chance, dans votre génération, d'avoir des moyens de filmer plus important que ce qu'on avait nous à notre époque. Maintenant on peut faire un film avec un téléphone, voilà, on n'a pas besoin d'énormément de matériel, donc filmez votre petite amie, voilà, filmez votre famille, racontez des histoires, entraînez-vous. Merci beaucoup. L'avant-dernière question. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce film. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous avez essayé d'adapter ce livre d'un point de vue plutôt contemporain. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Comment vous avez traité la question de l'adaptation? Merci beaucoup. Alors, je pense que je vais me répéter un peu. Non, ce que j'ai essayé, c'est de le regarder avec des yeux de 2025. C'est ça, le prisme vraiment que j'avais, et de ne pas faire le film tel qu'il a été écrit en 1942. Ok, merci. Alors, voilà donc le moment de la dernière question qui aura valeur de conclusion et donc de symbole. Donc c'est à toi que ça revient, fais gaffe. Grosse responsabilité. Bonjour. Bonjour. J'aimerais revenir sur l'une de mes séquences préférées, qui est la rencontre entre Meursault et Marine, quand ils se baignent. J'aimerais savoir comment apporter de la tendresse et de la douceur dans ce genre de scène. Parce que c'est littéralement ce genre de séquence que j'aimerais faire. Ce qui est important, c'est que vous filmiez quelqu'un que vous aimez bien. Moi, je pense que le désir, c'est très important dans le cinéma. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument coucher avec votre actrice. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Ou votre acteur, je ne sais pas. Je retiens. Ça dépend de vos goûts. Mais en tout cas, je pense que après, c'est très instinctif. Moi, j'ai la chance d'avoir Benjamin et Rebecca sont magnifiques, ils sont très beaux. La mer est belle, il y a du soleil, tout va bien. Voilà. Donc les choses arrivent très simplement. Je ne savais pas exactement comment j'allais découper cette scène, mais je voulais effectivement qu'on sente, sans le dialogue, une forme d'attraction, un érotisme. Voilà. Donc c'est la manière de filmer la peau, de s'approcher des corps, des gros plans. Voilà, il y a plein de manières. Hein. Je pense qu'il faut que vous filmiez vous, ce qui vous attire, ce que vous sentez beau, ce que vous désirez finalement. Quand on filme son désir, en général, on arrive à le transmettre aux autres. Après, je sais pas quels sont. Si vous êtes fétichiste, je sais pas, filmer des pieds. On va éviter. Voilà. Chacun filme ce qu'il aime. Hein. Merci beaucoup.
Alors, le film sort le 29 octobre sous pavillon Gaumont. Si chacune et chacun d'entre vous en parle à 50 personnes différentes, ça devrait permettre de lancer le mouvement. Donc on compte évidemment. Attends, je crois qu'il y a une vous. dernière question. Il y a quelqu'un qui veut. C'est qui? Elle supplie depuis tout à l'heure. Ah, il y a une jeune fille qui veut parler. Merci. Ah. Merci. Bonjour, j'avais une question par rapport au scénario. En fait, dans les souvenirs que j'ai du livre, c'est pas exactement dans le même ordre. Et j'aimerais savoir du coup pourquoi le choix d'une linéarité. En fait, j'ai respecté les deux parties du livre. Hein. Oui. Je sais qu'une des possibilités d'adaptation, et je pense que c'est ce qu'aurait fait par exemple un film Netflix, ça aurait été de commencer par le procès et faire des flashbacks qui expliquent comment on est arrivé là. Mais moi, je n'avais pas du tout envie de rentrer dans quelque chose d'explicatif. J'avais plus envie de garder un peu le mouvement du livre qui est en deux parties, avec une première partie très behavioriste où on voit des faits et une deuxième qui est beaucoup plus intériorisée et de l'ordre de la réflexion. Donc le petit changement que j'ai changé, c'est cette espèce de petits flashbacks avec le fait de commencer par le début de la deuxième partie avec la prison pour revenir au début du livre. D'accord, merci. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Merci François pour ce moment.